Alors bonjour le printemps du podcast, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Voilà, c'est une édition un petit peu particulière du podcast Pour de vrai aujourd'hui, puisque nous sommes déjà en direct et nous sommes dans un autre cadre, en fait le cadre donc de Radio Arc-en-Ciel ici, pour ce printemps du podcast. Et donc j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à recevoir Christelle Joseph Monory, qui est ma première invitée Bonjour. d'aujourd'hui. Bonjour Christelle. Donc je suis ravie de t'accueillir. Le podcast, c'est un exercice en fait que tu as déjà fait. C'est une première. Toute première, Ouais, toute première fois, toute première fois. Bah, écoute, tu te souviendras de moi du coup, sûrement. sûrement. Donc tu es directrice générale DS Énergie. Et j'ai beaucoup de plaisir à te recevoir aujourd'hui. J'imagine que nos auditeurs s'intéressent aussi, en tout cas, à cette grande famille de l'électricité. Et c'est ce que tu vas nous expliquer un petit peu plus aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'a intéressée dans ton profil, et c'est pour ça que j'ai décidé de t'inviter aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu es à l'intersection de plein de mondes différents. Donc, il y a le monde de l'industrie, bien évidemment, le monde du service public, la politique aussi, hein, l'énergie est aussi quelque chose de politique, de la transition écologique et surtout, et c'est ça qui m'intéresse, de ton leadership au féminin. Donc toi là-dedans, au milieu de tous ces mondes, comment tu définis aujourd'hui, comment tu définis ta place Eh ben, c'est une super place, je trouve, parce que tous les mondes que tu cites sont des mondes qui sont en effet interconnectés, qui se rejoignent sur le sujet de l'énergie qui est dans nos vies. En fait, on l'a là depuis le matin où on se lève, quel que soit, qu'on soit un particulier, qu'on soit une entreprise, qu'on soit une collectivité. L'énergie, c'est au cœur de nos activités. Donc en fait, c'est un sujet et un métier central. C'est pour ça que j'ai choisi aussi ce domaine d'activité pour tous les challenges que ça représente. Et puis, ça donne un rôle de transmission, de pédagogie, de mise en relation sur tous les acteurs que tu viens de citer, les industriels, les élus, les clients, quels qu'ils soient, que ce soit des clients particuliers ou des très grandes entreprises. Et donc, en ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant, particulièrement challengeant. Être une femme dans ce milieu de l'énergie, c'est pas le genre le plus représenté, hein, donc c'est plutôt y a plus d'hommes que de femmes dans le monde de l'énergie, mais moi j'y ai toujours trouvé ma place. J'y ai toujours trouvé aussi des mentors qui étaient essentiellement des hommes, hein, parce qu'il y avait peu de femmes, mais je suis extrêmement contente d'avoir pu faire le chemin que j'ai fait aujourd'hui dans ce monde, à la fois de complexité, et la complexité elle ne fait, je pense, que grandir dans notre monde en général, d'instabilité aussi, de visibilité. On voit que l'énergie c'est aussi un secteur qui est très dépendant de la géopolitique mondiale. Oui, effectivement. Donc ça rend des challenges complexes, mais trouver un chemin dans la complexité, c'est aussi ça qui est intéressant, je trouve, et où j'essaie de faire de mon mieux. Bah, cette complexité, on va y revenir, parce qu'apparemment, c'est ce qui t'anime, etc. Mais juste avant, est-ce que tu peux nous rappeler, juste pour qu'on soit bien en fait, au fait du contexte, que ES, donc, il y a plusieurs branches, et toi, tu diriges donc ES Énergie. Oui. Alors le groupe ES, ce sont 1300 collaborateurs, donc ES pour Électricité de Strasbourg, une société qui a plus de 125 ans et que les Alsaciens connaissent bien. Et donc il y a en effet plusieurs activités dans le groupe. Il y a l'activité de distribution d'électricité, que les voitures et les hommes en bleu que tout le monde connaît bien. Il y a une activité que je dirige qui est l'activité de mise à disposition des clients de cette énergie qui sert à travailler, se déplacer, se chauffer, faire fonctionner les usines. Donc où on accompagne les clients, que ce soit les clients particuliers jusqu'aux très grandes entreprises, comme je le disais, pour utiliser au mieux cette énergie, électricité et gaz d'ailleurs. Et puis tous les autres services de transition énergétique que sont les installations photovoltaïques ou bornes de recharge. Donc là, on a une marque dédiée qui s'appelle Planigi par ES et qui aujourd'hui trouve toute sa place dans la transition énergétique. Donc, je dirige cette activité et autour de moi, environ 260 collaborateurs. Et nous avons aussi une autre activité de service énergétique, donc qui accompagne les collectivités et les entreprises plutôt sur la thermique, donc exploitation et maintenance de chaufferies, de réseaux de chaleur. Et puis, nous avons aussi une autre branche en matière d'énergie renouvelable qu'on produit sur le territoire, biomasse, microhydraulique et géothermie. Okay. Voilà. Bah effectivement, c'est vaste. Voilà, c'est vaste. Donc moi, j'ai un périmètre qui est d'accompagner tous les clients sur l'usage de l'énergie et sur la vente de l'énergie.
Et donc moi, ce que j'ai pu en fait observer un petit peu aussi dans ton parcours, c'est que tu voilà, t'es passé par une école de commerce Oui. et donc que tu as franchi un petit peu les échelons, etc. Aujourd'hui, tu es là. Est-ce que tu peux nous résumer très brièvement quelles ont été les étapes clés dans ce parcours qui t'ont amené jusqu'ici aujourd'hui? Oui, donc j'ai traversé la France pour être là aujourd'hui, hein, par étapes, parce que je suis originaire de Charente, d'Angoulême, région à laquelle je suis encore très très attachée. Donc pour tout le monde, hein, c'est diamétralement opposé, 900 kilomètres d'ici. J'ai fait une école de commerce qu'on appelait Subdeco à l'époque, Mhm. à Tours. Et dans les différentes étapes, j'ai commencé par quelque chose qui est très important et que j'ai toujours à cœur aujourd'hui, qui est le terrain. J'ai commencé par être commercial en dehors du monde de l'énergie dans 2 entreprises. Parce qu'en sortant d'école de commerce, c'est quand même assez conceptuel. J'avais fait marketing-vente, mais pour moi, c'était très important de me confronter aux attentes clients, à écouter le terrain, à comprendre. Je pense que c'est la meilleure façon pour être un bon commercial ou un bon, quelle que soit la compétence, d'être très en phase ou très conscient des attentes des clients, du terrain, des parties prenantes. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par ce type d'emploi, de job. Et ensuite, à l'intérieur du groupe EDF, j'ai fait différentes activités, mais qui ont toujours eu ce lien avec le terrain, donc encadrer des équipes commerciales et des équipes marketing. J'ai fait une petite incursion par 3 années en Allemagne pour suivre mon mari à l'époque, et là, j'ai pas travaillé dans le domaine de l'énergie, mais ça a aussi été une expérience d'ouverture. Et puis après, peut-être que le tournant, si tu disais ce mot, un des tournants en partant de la partie commerciale a été un tournant dans le domaine de la communication, où j'ai été directrice de la communication de la centrale nucléaire de Fessenheim, Ok. un site, on peut dire, exposé, un site transfrontalier, un site qui a connu, oui, une exposition médiatique toujours, hein, de tout temps, Mhm. assez importante. Et là, j'ai eu beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir à travailler avec les équipes de cette usine, hein. Il y avait environ 1000 personnes aussi dans cette usine, et aussi avec les parties prenantes. Donc là, on retrouve, moi, mon besoin d'écoute, de dialogue avec les parties prenantes. Donc là, je pense aux élus, aux opposants, hein, Mhm. également du territoire. La nécessité de faire beaucoup de pédagogie. Donc ça a été un point important et qui me tient à cœur. D'autant plus, tu le rappelais, dans le monde de l'industrie ou de l'énergie, il y a beaucoup d'ingénieurs. Mhm. Je leur fais un petit spécial dédicace parce que je les taquine souvent, mais c'est une complémentarité entre l'expertise des ingénieurs et la capacité à expliquer et à rendre visible, transparent, pédagogique ce qui se passe Mhm. à l'intérieur d'une usine. Donc ça, j'ai eu beaucoup d'intérêt. C'est aussi de la communication de crise. Ouais. Il faut résister à la pression, garder la tête froide, mais Je ne sais pas si tu y étais au moment de cette actualité, du coup, de démantèlement, en tout cas. alors j'étais partie, mais c'est comme je le disais, c'était un site très exposé, Oui. donc on a eu de la visite de politiques de rang, de rang national très fréquemment. Mhm. On a eu des oppositions. J'étais à la centrale, j'étais directrice de la communication quand il y a eu l'accident de Fukushima au Japon. Ouais. Donc c'est le rythme des centrales nucléaires aussi, des inspections Mhm. internationales. Donc beaucoup de moments forts qui nécessitent en effet de garder une résistance à la pression, Ouais. garder de l'ouverture, de la pédagogie, et quels que soient les moments, qu'ils soient faciles ou plus compliqués. Mhm. Donc cette période a été, oui, je pense, un tournant et très, très fondatrice pour moi, très enrichissante. J'ai appris beaucoup sur le monde de l'industrie nucléaire. J'ai été très attachée aux collaborateurs qui travaillaient là et qui ont à cœur d'avoir toujours la sécurité et la sûreté nucléaire en priorité numéro 1, et puis avec toutes les parties prenantes du territoire. Et donc l'autre volet, je pense, de ma carrière, c'est l'ancrage territorial, parce que Mhm. là aussi, c'est très important de dialoguer, de travailler à l'acceptation et à la transparence. Ça, c'était un tournant. Après, j'ai eu un autre tournant. Donc, après avoir traversé la France et en passant par l'Allemagne, en redescendant, j'ai décidé un peu de poser mes valises en Alsace. Donc, je me définis un peu maintenant comme une Alsacienne de cœur. Parfait. Et donc, j'ai eu une expérience aussi de transversalité
dans une direction régionale d'EDF sur le territoire en Alsace, dont l'objectif était d'animer l'ensemble des métiers du groupe EDF. Donc il y a une centrale nucléaire, il y a 10 centrales hydrauliques sur le Rhin aussi, Oui. en Alsace, qui produisent une électricité abondante et forcément décarbonée aussi, comme le nucléaire. Et puis d'autres métiers de distribution. Donc j'étais en interface en interne avec tous ces métiers-là, et puis avec toutes les parties prenantes aussi du territoire, où on retrouve les industriels, les élus, le monde de l'économie, le monde de l'innovation aussi, parce que le groupe EDF est un employeur important qui a beaucoup d'actions, et donc je pilotais un programme d'accompagnement territorial de toutes les activités du groupe, et ça a été extrêmement intéressant. Et c'est là où j'ai été en contact avec le groupe ES, et qui sans doute a fait le pas d'après, où je suis rentrée dans le groupe il y a maintenant une petite dizaine d'années, Ok. avec à la fois un parcours dans le domaine de direction d'unité opérationnelle commerciale, et puis un passage par la direction des ressources humaines, où j'ai été directrice des ressources humaines pendant 3 ans, à la période du Covid. Donc En aussi plus. un beau challenge pour réinventer des façons de travailler. Au début, on s'en souvient tous, un peu dans l'urgence, et puis après dans la stabilité. Donc là aussi, il fallait garder la tête froide, et puis continuer à avancer pour mettre des choses en place avec les collaborateurs et avec les parties prenantes. Mm. Mais alors moi, ce qui m'intéresse, c'est les tournants dont tu parles. En fait, ouais, c'est comment tu les as vécus à titre personnel, parce que voilà, tu parlais de gérer la pression, de voilà, diplomatiquement être toujours à la bonne posture. Donc, c'est des moments qui ont dû énormément t'apprendre sur toi. Mais est-ce que du coup, ça t'a révélé des facettes, en tout cas de ta personnalité, que tu ne connaissais pas, ou au contraire, ça n'a fait que les confirmer, et que tu t'es dit je suis faite pour ça, parce que tu aurais très bien pu dire c'est pas fait pour moi, et je fais autre chose. Alors, j'ai jamais eu de plan de carrière à la question, et d'ailleurs je la pose pas quand je recrute des gens. Qu'est-ce que vous voyez faire dans 10 ans? Parce que je pense que, alors, encore plus aujourd'hui qu'hier, c'est pas facile à dire, et si on dit quelque chose, je pense que il y a peu de chances que ça se réalise. Et donc moi, j'ai jamais eu de plan quand je suis sortie d'école de commerce, ou quand j'ai eu mon premier poste, en disant bah, voilà ce que je veux faire. Je sais pas si j'ai eu de la chance ou j'ai saisi des chances qui se sont présentées, ou je suis montée dans des trains qui sont passés, mais j'ai eu il y a eu des opportunités que j'ai saisies. Donc ça voulait dire quand même, je pense, le trait de caractère, que j'en avais envie. Et je pense que c'est plus que ça a confirmé des choses, que c'était une intention de ma part de dire je veux absolument prendre ce type de poste. Et donc à chaque fois j'ai appris. Ça a plutôt confirmé a posteriori que oui, j'en étais capable. Si j'avais pas été à ma place, pour moi c'est important de se sentir à sa place. Mhm. Et à chaque fois, dans des postes en effet différents, mais avec des fils conducteurs qui sont quand même le terrain. Enfin, moi, j'aime toujours faire le lien entre la stratégie et le terrain. En fait, il y a la vision. Après, il faut être aligné, mais rien ne se réalise si on n'est pas, si sur le terrain, ce qu'on a décidé, ce qu'on a pensé, ce qu'on a imaginé ne se réalise pas. Donc, et moi, je délègue pas, au sens, je ne m'en désintéresse pas. Au contraire, je pense qu'il faut aller sans cesse vérifier si sur le terrain, ce qu'on a réfléchi se passe. Et donc, tous ces postes, aussi différents soient-ils, ont une forte connexion. En tout cas, moi, j'ai été la chercher et je ne l'ai jamais lâché, ce fil de connexion avec le terrain, avec les collaborateurs, avec les clients, avec les parties prenantes. Et Mais du coup, ça te rassure d'être en lien avec le terrain, parce que enfin, si j'essaye de me mettre à ta place dans des moments, tu parlais aussi de l'explosion de Fukushima, ce genre de choses, où tu sais qu'à ce moment-là, tu es en gestion de crise, communication de crise, tu te dis, bon, faut que je sois à ma place, faut pas que je raconte trop de bêtises. Est-ce que tu vas justement chercher de la réassurance justement sur le terrain avec les gens, ou par exemple, tu sais exactement euh, où, où tu es, qu'est-ce que tu dois faire, ou tu doutes, ou Alors, le terrain, il me sert pas à me faire. Alors, ça sert cette écoute terrain sert en effet à s'assurer,
ou à confirmer que voilà le sujet d'inquiétude, le sujet de préoccupation, l'irritant du moment, si j'élargis dans les différents métiers avec les collaborateurs, c'est ça, ou écouter des choses qu'on ne sait pas. Mmh. On a dans les entreprises, quand il y a des équipes importantes, il peut y avoir des courroies de transmission et parfois des infos qui se perdent ou qui se transforment. Donc j'aime bien par moi-même me faire ma propre idée avec mes propres oreilles, mes propres yeux. Pas déconnecté, quoi. Exactement, et de garder cette connexion qui complète les autres éléments qui me remontent ou les échanges que j'ai avec des collaborateurs, des managers. Ça n'est pas du tout pour bypasser, c'est pour conforter ou compléter l'info. Et un client, il va peut-être me parler différemment, un grand client, que ce qu'il aura dit à son commercial. Donc dans la relation client, avoir un contact direct, pour moi, c'est primordial. Dans la relation marketing aussi, j'invite tous mes chefs de produits marketing à être aussi de temps en temps, aller faire ce qu'on appelle de l'écoute client, se mettre à côté d'un conseiller, prendre le casque et écouter aussi lui-même comment les clients peuvent répondre, réagir à quelque chose qu'on a pensé. Donc pour moi, je serais la plus malheureuse des femmes si j'étais dans un bureau ou dans une tour. En haut de la tour. Oui, en haut de la tour, sans connexion. Donc il y a des moments où il faut réfléchir, se poser, réfléchir, voir moyen, long terme, mais ces allers-retours d'hélicoptère et du dance floor, pour moi, c'est essentiel. Et ça me nourrit aussi. Ça me conforte. Tu disais le mot conforter, ça me conforte, mais ça me nourrit, ça me fait avancer, ça m'apporte de l'énergie. Mais ce qui est marrant, c'est que voilà, en ce moment, en fait, ce rôle-là dont tu parles, le fait d'analyser un peu un contexte, d'analyser une ambiance, de savoir lire entre les lignes, etc. On est en train maintenant de se poser la question si c'est pas finalement ça la valeur ajoutée de l'humain face à l'IA, en fait, qui a pas ça, et on est en train de valoriser un peu cette intelligence-là. Et c'est quelque chose qui n'était pas du tout, on va dire, valorisable un petit peu avant, mais parce que c'est pas palpable et c'est pas chiffrable et c'est pas mesurable. Mais le fait que tu sois connecté avec le terrain, enfin moi je sais je me rends sur pas mal d'événements, j'ai toujours plaisir à te rencontrer sur les événements et je suis très étonnée de te voir physiquement présente à chaque fois sur les événements. Je me dis punaise. Elle dirige quand même 250 personnes, et ben elle est là, quoi. Elle discute avec les gens, elle remet des prix pour l'artisanat. Enfin, je suis toujours très étonnée. Tu es un peu la super commerciale de ce que tu représentes, en tout cas, et je trouve ça chouette, quoi. J'aime bien le mot, Ouais. super commercial, mais c'est en effet très important. Et dans l'acteur qui est le groupe ES, avec sa dimension régionale et son ancrage vraiment collé dans l'ADN, c'est extrêmement important d'être, en tant qu'acteur du territoire de longue date, et qui avons vocation à accompagner les transformations. Donc on parle de transition énergétique. La transition énergétique, si on ne fait que l'exposer comme un objectif, il se passera pas forcément grand-chose. Donc c'est important d'être au contact de ceux qui vont faire des investissements, prendre des décisions. Donc je pense aux élus, je pense aux industriels, et d'être très connecté à eux. Aux artisans commerçants, tu citais, qui vont faire des actions en matière de transition énergétique, vont réduire leur consommation avec nos conseils, vont produire eux-mêmes une partie de leur électricité avec du photovoltaïque et l'autoconsommer. Tout ça, ça se co-construit. Je pense vraiment qu'il n'y a pas des rôles qui sont distincts et parallèles, c'est des rôles qui s'imbriquent, et que le résultat de la transition énergétique, de la décarbonation, donc faire en sorte que nos usages énergétiques aient le moins d'empreinte carbone, et ça passe aussi par électrifier nos usages, donc c'est notre cœur de métier, prendre des solutions qui fonctionnent à l'électricité plutôt qu'aux énergies fossiles. Ça, on peut le dire. Les politiques le disent. Il y a un plan d'électrification, mais en fait, la concrétisation, elle se fait s'il y a des hommes et des femmes qui, à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, se retroussent les manches et vont faire concrètement des actions, des investissements, des plans, des stratégies qui vont les mettre en œuvre. Et je pense que je suis une pierre de
ou Mmh. un maillon de cette chaîne vertueuse. Et je suis pas la seule, hein, tous les autres collaborateurs de l'entreprise le font, mais moi aussi, je Ouais, pense c'est que bien. vraiment c'est mon rôle. Bah, écoute, c'est tout à ton honneur. Tu parles justement des actions que tu essayes de mettre en place, voilà, auprès des clients, avec tes partenaires, et cetera. Tu peux nous citer un exemple concret d'action dont tu es vraiment, particulièrement fière? Je vais rebondir sur ce que tu disais. Tu citais les trophées de la transition énergétique ou Madame Artisanat. Je ne sais Mmh. pas ce Bon, à il y a quoi les tu 2. faisais référence, mais les deux, en fait, c'est encourager, par exemple, les trophées de la transition énergétique. On le fait avec la Chambre de métier et la Chambre de commerce. L'objectif, à notre initiative, c'est de mettre en valeur, pour que ça vale inspiration et témoignage, des entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont fait des actions en matière de transition énergétique. Donc ça peut être en matière de mobilité électrique, passer une partie de la flotte à la mobilité électrique. Ça peut être, je le citais, installer du photovoltaïque pour produire une partie de sa consommation, consommer de l'électricité verte ou du biogaz, faire des actions en matière de maîtrise de consommation, donc faire des actions en termes d'efficacité énergétique, donc changer des process ou faire des investissements sur le bâtiment pour moins consommer. Et donc, on accompagne ces différentes étapes pour les entreprises, mais aussi les mettre en valeur, c'est faire avancer toute la communauté de notre territoire, des entreprises, des artisans, des commerçants ou des collectivités. Donc ça, c'est un exemple. Je parle beaucoup de décarbonation et d'électrification parce que c'est vraiment l'enjeu. C'est notre enjeu euh, euh, international mais national. On a la chance en France d'avoir une énergie décarbonée grâce au nucléaire et à l'hydraulique et aussi aux énergies renouvelables, mais la grande partie c'est le nucléaire et l'hydraulique. Et aujourd'hui on a en France cette énergie, elle est abondante. Elle est à une empreinte carbone très faible, hein, autour de 20 grammes de CO2 par kilowattheure, quand en Allemagne c'est 300 à 400. Mmh. Donc elle est décarbonée, elle est abondante, elle est compétitive, donc on a tous les leviers pour l'utiliser au mieux. Et puis du coup on est indépendant d'autres pays, notamment ceux qui produisent du gaz, et dont on voit bien, à la fois pendant la crise énergétique de 2022 et le conflit au Moyen-Orient qui a lieu là depuis fin février, que quand on est dépendant en matière énergétique, qui est qui irradie l'ensemble de notre activité économique, que c'est compliqué. Donc on a tout intérêt à pouvoir utiliser nos ressources qui sont là, qui sont compétitives et qui sont décarbonées. Donc dans l'accompagnement des entreprises, c'est vraiment ce sur quoi il faut qu'on soit tous mobilisés. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien avec mes équipes. Mais par exemple, quand tu rentres le soir chez toi, tu dis pas: «Oh punaise, aujourd'hui j'ai réussi à faire un truc génial». T'as pas un exemple comme Qu'est-ce que de j'ai grande réussite où tu es fière? euh, Alors, je fais pas un grand truc génial, mais j'essaie aussi, pour ma motivation et mon énergie, de faire cet exercice que tu cites en disant bah, tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, ça peut être des petites choses où Ouais. on a fait avancer des petites choses. On a un client emblématique, Météor à Orfelden, chez qui on a fait justement un événement décarbonation pour mettre en valeur ce qu'il a fait avec d'autres industriels. C'était au mois d'avril. Donc quand on a fait ça, ça se prépare plusieurs semaines à l'avance. Et puis quand on voit que ça fait naître des projets, que les clients pensent que ah oui, c'est possible, qu'on peut mettre en mouvement les choses. Et donc voilà, mettre en mouvement, c'est ce que j'aime bien, que ce soit nos collaborateurs ou les clients. Être à leur côté pour mettre en mouvement, ça c'est des fiertés. Mmh. Et souvent c'est pas des fiertés individuelles, c'est pas forcément j'ai fait toute seule. J'ai du mal à utiliser le jeu. Mmh. C'est plutôt le nous, mais c'est pas par modestie, mais c'est parce que c'est jamais des choses que j'ai faites toute seule. Mmh. Et donc quand on a des enquêtes de satisfaction client avec des témoignages clients qui sont hyper positifs, voilà, ça je suis super contente d'avoir ça. C'est des satisfactions de plus de 90% de satisfaits de nos clients. Je suis super fière. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait
tout au long de l'année. C'est pas une chose qui a provoqué ça, c'est ce qu'on a mis en place, la formation des collaborateurs, leur posture, nos offres font qu'on a des clients contents. Et ben, voilà, ça c'est pour moi une source de satisfaction et l'objectif c'est d'avoir des satisfactions durables, enfin Bah oui, je vois pas bien. des one shot. Et donc Non, mais si je te pose la question, c'est parce que c'est vrai que l'énergie fait partie de notre quotidien. Enfin, on n'a qu'à allumer un interrupteur pour se rendre compte que voilà que c'est quand il y a une panne. Enfin, c'est un peu oui, voilà, c'est un peu le principe de qu'il y a que on parle que des trains en retard, quoi. C'est-à-dire que ouais. c'est quand il y a une panne, on se rend compte à quel point on est dépendant un petit peu de toute cette énergie-là, et qu'on se rend pas forcément compte en fait de tout ce qu'il y a derrière, du travail qu'il y a derrière, de tout ce qui est mis en place. Et donc c'est Oui. pour ça que quand quelque chose fait partie, on va dire, du bien commun, eh ben, on a du mal à se représenter les grandes réussites qu'il y a un petit peu derrière, et que comment ça peut être célébré un petit peu de manière collective. Ouais. Voilà. Bah, c'est des réussites en effet au quotidien. Tu parlais Ouais. de l'énergie et en effet un bien particulier parce qu'elle elle ne se stocke pas ou pas dans des grandes dimensions. Et donc il faut qu'à tout moment, l'électricité que les clients consomment soit à la fois produite et à la fois par mes équipes, par exemple, achetée dans les bonnes quantités, dans les bonnes dimensions. Donc il faut faire des prévisions de consommation qu'on ajuste au jour le jour. Et donc ça, c'est de l'activité quotidienne des collaborateurs qui fait qu'il n'y a pas de problème derrière la prise, enfin de l'autre Voilà. côté de la prise, dans une usine ou chez soi au domicile. Et toute cette partie-là de l'énergie, bah, c'est pour ceux qui la produisent, pour ceux qui la commercialisent et pour ceux qui la conseillent, c'est, je pense, une grande fierté au quotidien. Oui. Et alors justement, sur cette notion un peu d'énergie au service du bien commun, est-ce que pour toi, en fait, l'électricité, c'est un produit qui rentre dans le cadre en fait d'une logique un peu marchande, ou au contraire, tu te dis bah voilà, tout le monde doit y avoir accès, voilà, c'est même pas un sujet. Et comment on se situe aussi à titre personnel dans ce genre d'enjeu-là, entre une nécessité économique qui est, on va dire, obligatoire, et aussi le fait de fournir de l'électricité à tout le monde. Mm. C'est un sujet auquel on est très attentif. Donc c'est plutôt commun, je dirais, c'est un bien que, en effet, que tout le monde a dans des dimensions différentes hein, pour faire tourner une usine ou un particulier. Et donc il y a différentes réponses à ça. Il y a à la fois il y a quand même des offres et rendre un produit le plus compétitif possible pour que les entreprises l'utilisent dans leur quotidien et elles-mêmes on développe de la performance avec un produit au bon moment, compétitif. Et donc, on n'a pas parlé de sobriété énergétique, mais c'est la première chose à faire. Hein. Je Mhm. parle de décarboner, mais l'objectif, c'est de consommer juste ce qu'il faut. Donc ça, on est, en tant que fournisseur d'énergie, parfois c'est vécu comme... Enfin, compris comme un peu paradoxal. Non, non, c'est notre rôle d'accompagner les clients, tous les clients, pour qu'ils consomment le moins possible. Mhm. Donc, ils connaissent les postes où ils consomment et qu'on les accompagne pour consommer le moins possible. Et puis, on est très attentif aussi, là où tu disais, on doit tous l'avoir, à des clients qui sont en difficulté. Donc, je pense essentiellement aux clients particuliers, les clients particuliers, les ménages, qui pour certains sont en situation de précarité en général et précarité énergétique en particulier. Et donc là, on a aussi tout un rôle d'accompagnement et de prévention, de lutte contre la précarité énergétique, d'accompagnement de ces clients, qu'on fait pour certaines actions en propre, tout seul, en lien avec les clients, et aussi avec les acteurs du territoire. Je pense notamment aux acteurs sociaux ou aux associations. Donc il y a à la fois faire que ce bien il soit en effet accessible à tous, en accompagnant quand il y a des difficultés, et puis qu'on puisse le rendre le plus compétitif possible. Donc il y a quand même une dimension de performance et de compétitivité pour tous les clients, mais en particulier pour les entreprises ou les collectivités ou les bailleurs, les PME, PMI. Donc on est à la frange entre les deux, mais c'est sûr, c'est pour ça que je commençais en disant que c'est l'énergie est un enjeu sociétal. Demain, l'énergie est très liée au sujet de l'IA que tu citais tout à l'heure, parce qu'en fait, finalement, l'IA et les données, c'est de la transformation Mhm. d'énergie Ah, bah oui. en data. Et donc, on voit que ça a un rôle essentiel qui est à la fois un bien à la fois commun, mais indispensable. Ok.
Et alors, dans ton rôle de directrice, au quotidien, aujourd'hui, par rapport à tous ces enjeux, ce fameux point d'intersection là, donc on Ouais. a bien compris maintenant entre plein d'enjeux, c'est quoi ce qui est à la fois le plus facile à faire et le plus difficile? Ah, ah. Hem, le plus, heu, le plus facile à faire, peut-être où je suis, La plus à l'aise, assez à l'aise, voilà. voilà. Je suis, à l'aise aujourd'hui. Alors je l'ai pas toujours été, hein, j'ai développé, je pense, cette compétence, cette capacité, c'est, en effet, à faire ces liens et à entraîner les gens. Voilà, le relationnel, la dimension humaine, c'est quelque chose qui m'importe vraiment, vraiment beaucoup parce que je pense que c'est un levier clé de l'engagement et de la performance et de la compréhension. Voilà, pour moi, c'est clé. Si on ne porte pas attention à cette dimension-là, on passe à côté de quelque chose. Et je parlerai vraiment oui, de performance. Donc ça, je le fais. Je suis plutôt optimiste de nature. Je sais pas, je suis née avec cette petite compétence. Donc ça ne veut pas dire que je vois pas les aspects négatifs ou les difficultés dans des projets, mais je pense que l'optimisme, ça entraîne la confiance, qui entraîne l'engagement, et voilà. Donc ça, pour moi, c'est plutôt naturel. Tu me Euh, disais avant de commencer ce podcast qu'à un moment de doute, tu franchissais en fait cet obstacle en faisant un petit pas d'abord oui, et ce qui te permettait après de surmonter le reste. oui, c'est alors des doutes, j'en ai. Non, je ne sais pas si tous les soirs je me dis quel doute j'ai eu dans la journée, mais j'ai souvent du doute, mais c'est pas du doute qui me paralyse, c'est plutôt du doute qui me fait me poser. Et donc j'essaie d'évacuer ce qui relève parfois de la crainte, de la peur qui est pas fondée, qu'est-ce qu'il me faudrait pour être moins en doute, pour prendre cette décision, par exemple, pour avancer. Et puis après, dans le monde où on est, il faut décider avec des incertitudes. Et une des façons de se mettre en mouvement, c'est de commencer par une petite action sur un sujet. Et puis après, c'est comme quand on va courir, au début, les premières minutes, c'est dur, et puis Oui. après, ça passe. Mais voilà, c'est un peu la même logique. Et se mettre en mouvement, c'est déjà mettre le doute un peu derrière. Et puis, il n'y a jamais une solution. Enfin, je me suis détachée de la perfection ou du souhait de perfection. Il n'y a jamais un chemin qui est forcément le bon. Donc on avance et puis on co-construit. Puis si jamais, moi je disais toujours à mes enfants, faites de votre mieux. Donc c'est tout ce que je vous demande. Donc j'essaye de me l'appliquer aussi, y compris quand je suis en phase de doute. Mais dans une entreprise où on est nombreux, on peut aussi demander de l'aide, on peut demander des avis. Je le fais plus que je le faisais par le passé, par exemple, où voilà, la vulnérabilité ou le fait de pas tout savoir ou être sûr de tout, c'est sans doute quelque chose que j'affichais moins ou dont j'avais moins conscience ou que j'avais pas envie d'entendre. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui, je pense, fait avancer et fait avoir des décisions plus robustes. En fait, c'est ça, en fait, dans nos entreprises, ce qu'on veut, c'est que quand on fait des transformations, c'est pour que les organisations soient plus robustes. On voit qu'on a eu des polycrises et qu'on en aura encore, hein, que ce soit crise de l'énergie. Ah oui, on est toujours en crise. Voilà, on est toujours en crise, mais ça depuis quelques années, plus que par le passé. Une crise climatique. Et donc, il faut apprendre à ce que nos organisations soient les plus solides possibles, plus résilientes possibles. Donc, à la fois les organisations et nos territoires. Et donc, le rôle DS peut être aussi ça, en matière énergétique, qu'on soit résilient pour le futur. Et c'est aussi le tournant qui fait ma fierté dans le groupe ES. On a pris... Il y avait mes tournants personnels, mais il y a aussi des évolutions plus que des tournants du groupe ES qui a décidé de prendre le statut d'entreprise à mission en 2024. Ah oui. Et donc là, qui est finalement un prolongement des actions de responsabilité sociétale et environnementale du groupe depuis très longtemps, et qui met l'accent sur les enjeux sociétaux et environnementaux autour de l'énergie. Donc ça ramène à ce qu'on se disait, ce bien précieux qu'est l'énergie. Et donc pour moi, mais aussi pour d'autres collaborateurs, pour attirer des nouveaux talents, c'est quelque chose d'important et pour moi qui a du sens. Donc être à ma place dans un environnement qui a du sens, voilà, je coche les cases aujourd'hui.
Mission Je accomplie. suis une femme heureuse. Ah, parfait. Écoute, on va terminer ce podcast avec quelques petites questions pour de vrai. Donc, c'est des questions, on va dire, plutôt courtes. Pour de vrai, quand on vend de l'énergie, est-ce qu'on a le droit d'être fatigué? Oui, et quand on est fatigué, il faut juste trouver comment on se rebranche pour avoir de l'énergie. Et là, moi, je sais comment je fonctionne pour ça. Comment tu fais? Donc du temps, un peu en dehors du sujet, donc avec ma famille, mes amis, mon chien, mon chat, Ouais. ça calme. De la musique. Plutôt péchue, qui me redonne de l'énergie. Et puis, je pratique la plongée sous-marine, Ah, génial. donc qui me ressource. Alors c'est pas tous les soirs, mais j'en fais plusieurs fois par an et ça me permet. Ça a finalement un lien avec mon mode de fonctionnement. Il y a un aspect très rigoureux dans la plongée. Hein. On rigole pas avec la sécurité. Donc c'est un sport où il faut être très Ah attentif oui. à la sécurité parce que c'est sa vie qui en dépend ou celle d'autres. Et puis après, une fois qu'on est dans l'eau, certes, on fait attention à la sécurité, mais là, on est tout à l'émerveillement de ce qu'on voit. On peut plonger 10 fois au même endroit, on voit pas 10 fois les mêmes choses. Donc ça, pour moi, c'est quand je ressors, là, je suis redopée à l'énergie, je peux repartir. Moi, j'ai la même chose avec la montagne. Donc, Ah bon, voilà, voilà. chacun son environnement ressourçant. Voilà, c'est ça. Tu penses être quel type de patronne pour de vrai? Tu as demandé à mes collaborateurs à l'écoute, je dirais, Ok, à l'écoute. parfait. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Bah, elle a fait avancer les sujets. Elle a contribué à faire avancer les transformations, la place de l'énergie dans la société. Elle n'a pas loupé les tournants. Voilà, elle était celle qui était en mouvement et qui a fait bouger les thématiques de la décarbonation, des enjeux énergétiques, de la transition énergétique. Ok. Et alors, pour de vrai, si maintenant tu devais donner un conseil à la jeune femme que tu étais ou une autre jeune femme qui pourrait potentiellement marcher dans tes traces, tu lui donnerais quoi comme conseil? Ose plus. Ose plus, oui. T'as pas assez osé? Mais parfois, j'ai mis un peu de temps à oser. C'est-à-dire que ose plus rapidement. Mais je le dis vraiment, je remercie, je ne dirai pas leur nom là, mais tous les hommes en fait qui m'ont accompagné, qui m'ont dit mais si, vas-y, Vas-y. vas-y. Donc moi-même je le fais beaucoup avec des collaboratrices. Je suis assez engagée pour la mixité, en effet que les femmes aient des places dans l'entreprise et des places de management, de direction, et c'est ce que je leur dis. Arrêtons de voir ah oui, les difficultés qui pourraient se présenter. Allons-y, et puis les difficultés, on les traitera quand elles viendront et on saura les traiter. Ok. Donc voilà, Oser plus. oui, oser plus. C'est un peu ce qu'il faut se dire quand on a des petits doutes aussi, hein, que tu citais tout à l'heure. Oser faire le premier petit Oui, oui, pas que tu parlais. absolument. On est sur le chemin. Mm. Ok. Et alors, j'ai une dernière question. Tu as dit qu'à tes enfants, tu disais fais de ton mieux. Est-ce que il y a un autre en fait engagement dans lesquels tu aimerais qu'ils aillent ou c'est vraiment le fait de... Parce que moi aussi j'ai des enfants et je dois avouer que le fait de ton mieux, quand ils me disent oui oui je fais de mon mieux mais qu'il se passe rien, il y a des fois, bon, je leur dis autre chose que ça, Oui, fais de ton mieux pour être fier de toi, en fait. pour être fière de Ouais. toi. Je trouve trouver sa place. Moi, je les encourage à trouver leur place. Moi, j'étais une maman pas forcément très présente, hein, parce que j'ai toujours été. Mon moteur, c'est quand même, enfin, l'engagement que j'essaie d'animer au mieux avec mes collaborateurs et les parties prenantes. Je me l'applique d'abord à moi-même. Je suis engagée des fois beaucoup, donc le travail est aussi un moteur parce que j'y trouve du sens. Et donc si je le faisais, je pense que je leur ai montré tout le temps que je le faisais parce que j'étais contente de faire ça, que ça me nourrissait, que ça me faisait avancer, que ça m'enrichissait. Donc voilà, que chacun trouve sa place dans quelque chose qui l'enrichit. Et parfois il faut tâtonner, parfois ça change entre maintenant et dans 5 ans. Mais je pense que c'est comme ça que chacun donne le meilleur de lui-même, Ok. fait de son mieux et donne le meilleur de lui-même,
en étant aligné avec ses valeurs. Donc oui, oui, on peut chercher, c'est ce que je leur dis. J'en ai un qui a cherché, mais il a trouvé. Je pense il est tout à fait à sa place. Parfait. Voilà. Bah, merci beaucoup, Christelle. Merci. Pour conclure, où c'est qu'on peut retrouver les actualités de ton groupe, de tes actions? Alors, on peut retrouver les actualités sur le site es.fr. Oui. Et puis, on a un compte Instagram et un compte LinkedIn où on met en valeur tout ce qu'on peut faire au sein du groupe dans les différentes activités, celles que je dirige, et puis l'ensemble des activités du groupe. Bah, parfait, merci. Merci Merci. à tous ceux qui nous ont Merci. regardés. Et puis, à bientôt sur d'autres Merci beaucoup, événements. Caroline. Merci. Merci. Au revoir, Christelle.